Bonjour à tous, nous avons dû prendre quelques précautions aujourd'hui grâce à Alexandre Bochaté. Nous avons un peu plus d'oxygène que d'habitude. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis le départ du Grand Raid, nous allons enregistrer notre émission dans les hauteurs. Nous nous trouvons au Pérou, dans la petite cité minière de Casapalca, située à 4200 mètres d'altitude. C'est l'une de ces nombreuses mines qui s'échelonnent tout au long de l'altiplano péruvien et dans laquelle, nuit et jour, 1100 ouvriers extraient 3000 tonnes de matériaux, que ce soit de l'argent, du plomb ou du cuivre. Un fait intéressant à noter, il s'agit de la seule entreprise publique au Pérou à pouvoir concurrencer le secteur privé. Tous les raiders ont passé la nuit ici, nous avons vécu des moments étonnants, mais pour l'heure, je vous propose de revenir 1600 km en arrière à travers le Pérou. C'est vrai, depuis notre arrivée en Amérique latine, la route est de plus en plus longue, souvent interminable sous un ciel gris et bas, perdu dans les nuages et le désert. 1600 km de Guayaquil à Lima, notre traversée du continent américain est une véritable course, montre en main et tête à l'envers. Avec plus de 12 000 km à parcourir et 7 émissions à enregistrer. Le raid est un marathon, la voiture absorbe nos jours et nos nuits, notre patience aussi. Pour l'équipage suisse, la traversée du Pérou les conduit tout droit au site fantastique du Machu Picchu. Et dire qu'il y a des milliers d'années, ici ne vivaient que des femmes, les déesses du soleil. Six mois de raid et déjà une grande fatigue. Nous avons retrouvé notre avant-courrier tout seul au sommet du Ticlio, à près de 5000 mètres d'altitude, là où se préparent les rencontres du troisième type. Guy est resté au pied du ciel, muet, et ne communique désormais qu'avec Dieu. L'étape sans aucun doute la plus longue pour lui. Si vous passez par là, parlez-lui gentiment et prenez-le dans votre voiture délicatement. Enfin, au bout de la route, Lima, 6 millions d'habitants, c'est-à-dire près du tiers de la population péruvienne. Méconnaissable Lima, elle avait été fondée par Pizarro en 1535 pour être la capitale de toutes les possessions espagnoles du continent. Déserte il y a quelques années, aujourd'hui surpeuplée. Un marché ouvert permanent. Par milliers, ils sont venus de l'intérieur du pays pour s'agglutiner sur les trottoirs de la capitale. Tout est à vendre, peignes, tissus, liqueurs, cigarettes, fruits, légumes, grandes entreprises et petits ambulantes, vendeurs de journaux et serreurs de chaussures. Sans oublier les innombrables changeurs de monnaie qui se précipitent sur votre voiture, calculatrice en main, pour troquer quelques sols défuntes contre du bon dollar. On appelle cela l'économie informelle. Elle permet à 2 habitants sur 3 de survivre. La ville et la montagne confondues au ras des trottoirs et au hasard des petits boulots. Mais aux rêves succèdent les désillusions. Beaucoup de sans-emploi le restent. C'est la valse des crises économiques et structurelles. Les revenus ont baissé de 40% pour les employés. L'inflation claironne à 200%. Résultat en forme de litanie, criminalité et vol tous azimuts. Exemple le plus étonnant, le marché aux voleurs de Tacora. N'y allez pas seul. Ici, tout ce qui est vendu a été volé et vous êtes à vous seul un étalage ambulant. Mitraillette au poing, nous avons recherché la montre volée à notre photographe. Regard fuyant devant l'objectif. Ici, depuis la nuit des temps, on est voleur de père en fils et l'on a pignon sur rue. Vous voulez un article que le vendeur n'a pas? Attendez 24 heures et repassez nous voir. En tête du hit parade, les accessoires de voiture. Puis les robinets, conduites d'eau, lunettes et même des lits, voire des bureaux
et réfrigérateurs et machines à écrire. Même les bébés se sont fait voler bicyclettes et tricycles à foison. Ainsi tourne l'économie du pays, tant bien que mal. La montagne est elle aussi un écho de la crise qui traverse le Pérou. Là-haut, dans les Andes, les visages des mineurs racontent bien des choses. C'est Germinal 85 sur fond d'altiplano. Exemple, la mine de cuivre de San Genaro. 4 mois de négociations pour demander une augmentation de salaire. Nous en sommes à notre 20e jour de grève. Le patronat refuse de nous augmenter les salaires pour ne pas contrecarrer les ordres du Fonds monétaire international. Nous attendons nos femmes et dès qu'elles seront arrivées, eh bien, nous allons tous descendre en famille sur Lima. Descendre à Lima, refrain des populations andines. L'exemple le plus spectaculaire de cet exode, le train reliant Lima à Huancayo. Les Péruviens n'en sont pas spécialement fiers et c'est pourtant le train le plus haut du monde. Nous y avons glissé une des caméras du Grand Raid pour le plus fantastique voyage que l'on puisse imaginer. L'aventurier s'appelait Henry Meigs. Il était poursuivi par les créanciers de San Francisco à travers tout le Pacifique. À la fin du 19e siècle, il est venu se réfugier en Amérique latine pour construire cette ligne au ras des précipices. La main-d'œuvre était chinoise, défi à la montagne, les rails transpercent le roc. Cerro de Pasco, La Oroya, Huancayo, Huancavelica, les noms chantent au rythme du rail. Lorsque nous avons interrogé le contrôleur en lui demandant d'où venaient tous ces gens, il nous a répondu « Oh, ils vont de marché en marché ». Et puis il a ajouté, un peu plus triste, « Mais aujourd'hui, ils descendent tous à Lima pour trouver du travail et cela ne se passe pas toujours très bien. » L'agriculture abandonnée, les menaces des extrémistes du Sentier lumineux, la répression sans faille des militaires ont facilité l'exode vers la capitale. La fête est devenue triste, c'est le train du dernier voyage. Passage à 4818 mètres, c'est-à-dire au-dessus du Mont Blanc. Les corps ne bougent plus et seuls compte la montagne. Chaque jour, le Pérou se joue des deux côtés des Andes, en bas, à Lima, en haut, sur les sommets. C'est la ligne des espoirs déçus. Ce train des Andes, d'ailleurs, il traverse la petite cité minière de Casapalca et peut-être aurons-nous la chance de le voir tout à l'heure. En attendant, nous allons commencer la projection des reportages. Vous savez que la semaine dernière, nos équipages se sont séparés en deux. Vous allez donc voir des films qui ont été tournés en Amérique centrale, c'est-à-dire au Costa Rica, et des films tournés du côté de Guayaquil ou de Quito, en Équateur, au nord de l'Amérique du Sud. Que se passe-t-il pendant ce temps à Paris, Noël Mamère ? Bonsoir Didier, bonsoir à tous les raideurs. Ce qui se passe à Paris, c'est une attente de voir les reportages que vous avez réalisés. Notre grand témoin, vous le connaissez bien, Didier, et tous les journalistes le connaissent en France. Il s'appelle Jean-François Kahn, il est journaliste, il est écrivain, il est éditorialiste aussi, mais il a créé il y a bientôt 6 mois un journal qui s'appelle L'Événement du Jeudi, qui était un pari. C'est un nouveau magazine hebdomadaire et qui, je crois savoir, a beaucoup de succès. C'est donc un pari réussi et comme on a l'habitude de le dire, chaque fois qu'un journal naît dans notre pays, c'est la démocratie qui en est fort heureuse. Jean-François Kahn, je sais que vous suivez de manière régulière le Grand Raid et je voudrais savoir, mais il faudrait que vous preniez votre micro pour me répondre, voilà, je voudrais savoir quels sont les moments que vous avez retenus depuis que vous suivez cette émission, ceux qui vous sont apparus comme les plus forts. Il y a des éléments forts que je n'ai pas vus, mais par exemple j'ai suivi toute la remontée de l'Afrique de l'Est avec l'accident qui était
très émouvant, l'accident de ce jeune homme. Serge Gorielli, oui. Et ça, j'étais comme tout le monde. J'étais très tendu. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose de grave. J'attendais les nouvelles. Il y a eu la remontée vers la Somalie et l'Éthiopie dans ce climat de guerre, avec ces espèces de soldats plus ou moins à la dérive. Tout ça était très frappant, très bien rendu, si vous voulez. Dans votre métier de journaliste, vous avez beaucoup voyagé? Oui, par exemple, on parlait tout à l'heure de ce train qui va très haut au Pérou. Ce qui est intéressant, il va à plus de 5000 mètres. Ce qui est intéressant, c'est quand on prend ce train, il y a des infirmières dans le train avec des bouteilles d'oxygène. Et comme beaucoup de gens, en effet, étouffent à 5000 mètres, eh bien, c'est tout naturellement, on vient vous mettre des max d'oxygène, des infirmières en blanc sur la figure. Vous savez que Didier nous a prévenu depuis le début de cette émission, qu'il a des masques à oxygène avec les raiders, parce qu'effectivement, à cet endroit-là, à cette altitude, l'air se raréfie. Alors avant de discuter, on n'a pas intérêt à courir. On n'a pas intérêt à courir, non, mais je pense que Didier l'a pas fait. Il est quand même, il est très prudent. Alors à nos côtés se trouve Roger Bourgeon, le directeur de la course. C'est un petit peu exceptionnel de vous voir, Roger, sur notre plateau, mais cette fois, c'est tout à fait une justification très nette qui vaut votre présence ici, parce que nos raiders ont eu des problèmes, et il faut que les téléspectateurs qui sont fidèles du Grand Raid le sachent, car ça va compter dans la notation. Oui, Jean-François Kahn, vous êtes le témoin d'une semaine, disons, perturbée. Voyez-vous, chaque samedi, en utilisant ce sac jaune, l'équipe de production nous envoie un certain nombre d'éléments. Il y a les films tournés par Didier et son équipe, il y a les petites bandes VHS tournées par les jeunes pour les sujets, il y a des cassettes son qui contiennent les commentaires, et puis il y a des enveloppes dans lesquelles on trouve les indications de montage, par exemple. Alors, la semaine dernière, de Quito, Didier nous a envoyé la pochette. Et je pense, Didier, que l'envoi s'est normalement effectué. Oui, l'envoi s'est parfaitement effectué. Au départ, toutes les cassettes, et y compris les bandes du plateau, tout était complet dans le pactage jaune. Malheureusement, ça n'est pas arrivé complet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'aéroport de Quito. Mais en tout cas, le sac a été littéralement pillé. Alors, il y a des bandes vidéo, des cassettes son, des cassettes de sujets qui ont disparu, des documents aussi, des écrits qui n'avaient pas grande importance. Mais tout cela met nos jeunes, certains de nos jeunes, dans une très mauvaise situation aujourd'hui. Et si je suis là avec vous, mes chers amis du jury, c'est pour vous signaler au fur et à mesure du déroulement des sujets ce qui devait être et ce qui n'est plus, de manière à ce que vous en teniez compte, car on ne saurait tenir pour responsable les jeunes de ce larcin ridicule, grotesque, qui s'est déroulé à Quito. J'espère en tout cas que ça ne va pas se renouveler pour nos émissions suivantes. Roger, nous allons donc voir le premier sujet qui, je crois, est celui d'Antenne 2. Pouvez-vous nous dire si ce sujet peut être considéré comme normal, c'est-à-dire s'il n'a pas subi d'amputation et s'il est arrivé en excellent état chez nous? Oui, il est complet, vous pouvez le présenter. Écoutez, Roger et Noël, je peux vous dire que nous sommes ici tous très déçus de ce que vous nous apprenez. Nous ne le savions pas puisque nous ne sommes plus en communication et que nous sommes perdus en ce moment dans les Andes, mais c'est assez décevant. Et je ne comprends pas à quelle étape ce larcin a pu se produire, car Guy Garibaldi, notre avant-courrier, a vérifié jusque dans la soute de l'avion si le pactage était bien verrouillé. Alors nous ne comprenons pas très bien où est-ce que cela a pu se produire et nous ne voyons pas en tout cas l'intérêt de ce genre de vol. Le raid est suffisamment difficile comme cela depuis 6 mois que nous parcourons la planète et nous n'avions pas besoin en plus de nous faire voler des reportages. Mais enfin, le spectacle continue quand même. Premier reportage présenté par Georges Siciliano et Monsieur Roland Théron. Si, par Georges Siciliano quand même. Oui, alors moi j'étais au Costa Rica, donc en Amérique centrale, et Costa Rica ça fait partie de la ceinture de feu du Pacifique, c'est-à-dire qu'il y a une énorme activité volcanique encore de nos jours. Et autour de ces volcans, il y a toute une série d'histoires qui existent. Alors, je suis monté au sommet d'un volcan et puis j'ai rencontré des gens et je suis parti d'un fait divers qui s'est passé il y a 5 ou 6 ans à côté de San José, la capitale du Costa Rica, pour monter l'histoire que vous allez voir. Sinon, c'est la première fois que je filmais dans un volcan et c'est vrai que c'est quand même à 2800 mètres d'altitude et puis il y a des émanations de soufre et c'est pas évident de respirer. Maintenant, on est nettement plus haut. Reportage proposé par Antenne 2 au-dessus du volcan. Ça a commencé dans les bananiers et les plantations de café. Et maintenant, dans le lit d'un ruisseau, le volcan laisse voir sa peau. C'est plus fort que moi. Il fallait que je monte un jour au sommet.
En bas, il y a le village, Esperanza. Le pays est tranquille, mais tout le monde pense à ce qui pourrait arriver. Les vieux parlent d'une époque où la lave était descendue tout près des maisons. Tout le monde avait fui, et cette image de village abandonné hante les esprits. En bas, il y a les hommes qui travaillent, sans trop penser. Les femmes se racontent de temps en temps des histoires en levant le doigt vers le sommet. Les enfants, eux, ne comprennent pas trop, ou bien ils ont peur. Tout le monde se retrouve à l'église le dimanche, avec au fond d'eux-mêmes un sentiment d'impuissance. Ne monte jamais au volcan, tu ne reviendras jamais. Ces mots résonnent dans ma tête. Et aussi toutes ces histoires que les gens racontent. Ça fait 3 heures que je marche dans la forêt, tout seul. Et le silence a quelque chose d'inquiétant. Je me rappelle le volcan en éruption il y a 5 ans. Un ciel de cendres. Et tout le village sous cette poussière grise. L'air irrespirable. Il n'y a que Manuel qui avait osé monter vers le sommet pour calmer les esprits. À mi-hauteur, au milieu des scories, il avait aperçu le visage du Christ. Les gens d'en bas avaient vu là un signe de la volonté divine. Je me rappelle toute la population rassemblée dans la petite basilique en implorant la Vierge des Anges. Dehors, un ciel de cendres. Et le volcan s'était calmé quelques jours après. Les derniers mètres, le cratère du volcan Poas. Il me vient cette image du Christ d'Esperanza à l'entrée du village. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Je ne crois plus à toutes ces histoires. La terre est née du feu et un jour tout redeviendra comme avant. Demain, je retournerai travailler à la bananeraie. Mais je ne dirai rien aux autres. C'est bien mieux comme ça. Est-ce que les habitants le considèrent comme un dieu, ce volcan? Parce que d'habitude, quand il y a un village au pied d'un volcan, dans ces pays-là, le volcan est toujours considéré comme un dieu. Oui, non, mais c'est ça, il y a toute une mythologie qui est rattachée au volcan, c'est ce que je raconte dans le film. Bon, le problème, c'est que c'est assez compliqué parce qu'il y a plusieurs histoires et puis les Indiens, enfin, il y a des Indiens au Costa Rica, ils ne parlent pas toujours espagnol, alors c'est assez difficile d'aller au fond des légendes et de la mythologie, mais le volcan est considéré comme un dieu, oui. Bien, merci Roland de toutes ces explications. Nous allons maintenant passer à la notation, en commençant par Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada. Bon, alors je brise la glace. Je trouve que c'est une très belle idée, Roland et Georges. L'intention n'est pas mauvaise. Ce qui me gêne dans votre film, c'est au niveau du traitement. C'est-à-dire qu'il y a un trop grand décalage entre l'histoire que vous nous racontez et les images. Autrement dit, on ne sent pas assez ce que vous dites. On ne vit pas ce que vous dites. Les notes, 6, 3, 5 pour des très belles images, 3, 7, 24 points. Pierre-François Chaton, qui représente la Suisse romande et qui remplace notre juré habituel, Vincent Philippe, qui aujourd'hui est empêché. Alors mes notes, 4, 3, 5, 3, 5, ce qui fait un total de 20. J'ai l'impression qu'ils sont passés un petit peu à côté du volcan. José Sacré pour Télé Monte Carlo. 6, 3, 4, 3 et 8, ce qui fait un total de 24. Moi, je trouve qu'un sujet magnifique comme celui-là aurait nécessité une petite mise en scène. Vous auriez pu choisir une des histoires dont vous parlez, l'histoire par exemple que raconte la dame en montrant du doigt le volcan, et vous auriez pu la mettre en scène pour que nous puissions ressentir, nous, cette angoisse que vivent les gens. Vous avez choisi de parler, de donner un commentaire et d'illustrer. C'est bien, bravo pour l'effort, puisque vous y êtes allé au sommet. Bruno Albin, vous ne notez pas, puisque vous représentez Antenne 2. Nous passons donc à Sophie Equet pour RTL Télévision. C'est vrai que là, vous êtes peut-être passé à côté d'une vraie fiction, en tout cas de très belles images. Vous le noterez au travers des notations que je vous ai données. 7, 3, 5, 3, 6 pour un total de 24. Alors Roger, ça va nous faire un total. Roger Bourgeon calcule. Vous avez bien donné 20 points, monsieur Suisse.
92, 92. 92 points donc pour ce sujet d'Antenne 2. Le sujet que nous allons voir maintenant est un sujet de Radio-Canada, je crois, Roger. Est-ce que ce sujet-là a été envoyé dans des conditions normales? Bon, Robert, vous avez de la chance. Oui, tant mieux. Bon, où est-ce qu'est passé Francis aujourd'hui? Francis est toujours à Lima en train de terminer le film qu'on prépare pour le Pérou. Alors, le reportage d'aujourd'hui, il nous parvient de quel coin du monde? Il nous parvient de l'Équateur. Je crois que c'est un bon indice de ce qui se passe dans ce pays parce que c'est un pays qui est plein de contrastes. Ouais. Pour les paysages, parce qu'en quelques heures, on peut traverser des déserts, des forêts tropicales, des montagnes aux neiges éternelles. Et pour les gens. C'est une terre de contraste, berceau des civilisations antiques et modernes, c'est ça? Faut bien vendre son sujet. Bon, très bien le lancement, continuons. Bon, donc, il faut pas se fier au titre du film. Donc, on est allé très loin, mais on est resté en Équateur. C'est tout, c'est tout le lancement, hein. Tout le mystère est entretenu. Alors le reportage entier présenté par les Canadiens cette semaine, un coin d'Afrique. Près de la frontière colombienne, au cœur d'une vallée protégée par la chaîne des Andes, un petit groupe survit depuis plus de 300 ans dans un isolement presque total. 7 heures de mauvaises pistes sont nécessaires pour y accéder. Mais ces efforts seront largement récompensés. Nous sommes en Afrique. Les origines des Noirs de la vallée de Chota sont encore obscures. La majorité d'entre eux sont des descendants d'esclaves achetés en Colombie par les Jésuites, alors propriétaires de la vallée. On les utilisait dans la culture de la canne à sucre, des fèves, du maïs et dans le travail domestique. Le grand-père de Papa Salomon travaillait pour les Jésuites. Il se souvient aussi d'un propriétaire de l'hacienda qui le payait 1/5 de sucré pour ses 16 heures de travail quotidien. Plus tard, il gagnait jusqu'à 20 sucresses, mais devait en rembourser 30 pour chaque journée de repos. Il n'a jamais pu voir la fin de sa dette. Le village de Santana a ceci de bien particulier. En 1985, il fonctionne presque de la même façon qu'en 1650. Malgré leur contact avec les Indiens et les Blancs, ses habitants conservent une culture encore très africaine. Mario Monteforte, écrivain, historien et sociologue, l'explique comme suit. Les nègres ici ne se sont pas mélangés avec les Indiens à cause d'une différence profonde de culture. Ensuite, il y avait certaines légendes parmi les Indiens contre des personnages, des caractères nègres dans la mythologie. Santana et les villages environnants forment un groupe social et culturel très riche. Les quelques enfants qui vont maintenant à l'école n'en ont pourtant aucune idée. Dans leurs livres, il n'existe pas. Il y a quelques mois, Santana a été alimenté pour la première fois en électricité. Les conséquences que cela entraînera sont loin de plaire à tous. Dans la vallée de Chota, la culture noire traditionnelle est en train de se perdre à cause des nouvelles routes, de la télévision, de l'électricité et du développement des moyens de communication. S'il n'y a pas eu de mélange raciaux à Santana, cela n'a pas empêché le développement de traditions locales. La musique emprunte souvent de forts accents indiens. La danse prend aussi des allures tout à fait spécifiques à la vallée. La danse de la bouteille ne se retrouve nulle part ailleurs. À chaque dimanche, Hortensia va à la messe. Elle croit en Dieu et le prie fidèlement. Et pourtant, c'est une sorcière. Comme les docteurs et les hôpitaux sont hors d'accès, elle soigne tous les maux du village. En frottant d'abord des herbes sur le corps du malade, et puis un œuf qu'elle ouvrira pour découvrir la source du mal. Ici, la sorcellerie fait bon ménage avec l'Église. Bientôt, les enfants préféreront sans doute les aventures télévisées de Batman aux histoires fantastiques racontées le soir par leur grand-père.
Mais pour Tio Teofilio, le chef du village, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il est en faveur de tous ces changements et brûle d'envie de voir arriver les touristes. Il ne craint pas de perdre son héritage culturel. Le plus important à conserver est le respect des enfants pour leur père, ce qui ne représente aucun risque selon lui. Heureusement, certains sont plus vigilants. Oscar Chela est président de l'Institut afro-équatorien. On commence à prendre conscience de ce problème et on s'organise en prenant contact avec d'autres groupes noirs d'Amérique et d'Afrique. Il est important de perpétuer cette culture parce qu'elle est unique en Amérique et dans le monde entier. Pour arriver à ces fins, l'Institut afro-équatorien entend faire la compilation écrite de toutes les histoires des vieux de Santana. En attendant, la vie paisible du village se poursuit, insouciante de ce que l'avenir réserve à ces gens qui, après 300 ans, ne sont plus vraiment africains, mais pas encore équatoriens. Eh bien, Jean-François Kahn, voilà un vrai reportage que bien des journalistes professionnels aimeraient rapporter. Et que vous publieriez volontiers dans votre journal. Absolument, il est épatant, parce qu'il est efficace, parce qu'on apprend des choses sans arrêt. D'abord, on apprend qu'il y a ces Noirs en Équateur. Moi, je ne savais pas personnellement. Moi non plus. Et on apprend des choses sans arrêt. C'est un très, très bon reportage. Il y a un autre cas en Amérique latine. Il y a en Guyane une communauté noire. Et alors là, c'est encore plus extraordinaire, parce que cette communauté noire, elle parle le langue caraïbe, des Indiens caraïbes. Or, il n'y a plus d'Indiens qui parlent caraïbe. Il n'y a que ces Noirs qui parlent le Caraïbe. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'était des esclaves noirs de la Martinique qui se sont révoltés, qui sont devenus des esclaves marrons. Et ils se sont réfugiés dans la forêt chez les Indiens Caraïbes qui résistaient aux Blancs. Ces Indiens ont été exterminés et ces Noirs ont été déportés vers la Guyane, mais ils ont emmené la langue caraïbe qu'ils avaient appris. Donc les seuls qui parlent caraïbe aujourd'hui, c'est des Noirs au milieu de la Guyane. Je voulais rajouter une anecdote assez amusante aussi en ce qui a trait à la langue. Il y a plusieurs vieux du village qui parlent encore latin parce que c'est les Jésuites qui les employaient comme esclaves il y a encore 150 ans de ça, je crois. Et plusieurs vieux parlent latin encore. C'est assez amusant. Nous allons passer à la notation maintenant. Jean-Louis Boudou fait non, je ne vote pas, bien sûr, vous représentez Radio-Canada. Alors Pierre-François Chaton va noter, lui, pour la Suisse romande. Alors ça m'a beaucoup plu, je trouve que c'est un sujet complet où on apprend des tas de choses. Alors les notes, 8, 5, 5, 4, 10, ce qui fait un total de 32. Bien, voilà une note large et bien méritée. José Sacré pour Télé Monte Carlo. 8, 4, 4, 3 et 10, ce qui fait un total de 29. C'est en effet un reportage qui fourmille d'informations, qui est plein de plans très variés. On découvre la population dans son ensemble, on découvre les individus, leur musique, leur danse. Puis ce qui est extraordinaire, ce sont ces enfants qui vont à l'école apprendre dans des livres où ils n'existent pas. Bruno Albin, que nous dit-il pour Antenne 2 ? Il dit la même chose, il ne peut pas ne pas trouver ce reportage excellent. Moi, j'ai juste une petite réserve. J'aurais bien aimé savoir quel était le regard que les Indiens des Andes peuvent porter sur ces Noirs des Andes. Ça m'aurait intéressé, mais néanmoins, les notes sont bonnes. 8, 4, 3, 4, 9... Non, attendez, je me suis encore trompé de ligne. Il s'est trompé de ligne. 8, 4, 4, 4, 9, un total de 29. Excusez-moi. Ah, vous ne facilitez pas la tâche de Roger Bourgeon pour ses comptes. Alors maintenant, Sophie Eke pour RTL Télévision. Bien, moi, je suis ravie de voir que nos amis canadiens montent très très haut de par leur voyage, mais montent tout doucement, remontent très très bien au niveau du Grand Raid. 8, 5, 4, 9 pour un total de 30. Et alors, pendant que Roger Bourgeon fait son global, c'est Toto. 120 points. 120 points. Vous pouvez répondre peut-être à la question de Bruno Albin, savoir comment les Équatoriens voient ces Noirs. Il n'y a pas de mélange du tout parce que pour les Équatoriens, les Noirs, je ne sais pas d'où ça vient cette idée, mais ça représente des... c'est triste à dire, mais ça représente des bêtes, des démons. C'est des croyances qui sont très anciennes et ils ont peur d'eux. Pour eux, c'est encore des hommes préhistoriques et c'est ridicule, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et il n'y a pas de mélange. Bon, il y a un mélange pour la musique et tout, mais il n'y a jamais de mélange interraciaux et ça reste assez séparé. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Roger, je me tourne vers vous pour le sujet de Télé Monte Carlo, car je crois que là, nous abordons le premier sujet de ce programme de ce soir,
qui a eu vraiment des problèmes très graves. Christine Guilaine, écoutez, voilà l'enveloppe que vous nous avez envoyée. Alors là, cassette VHS, cassette son, etc. Un titre, Les pionniers du Monteverde. Eh bien, les pionniers, il n'y a pas de pionniers du tout. La cassette image a été volée. Alors, Carrément volée, là. Carrément volée, disparue. Alors, qu'avez-vous fait? Que peut-on faire dans ce cas-là? Regardez s'il y a un sujet de secours. Alors, heureusement, vous aviez, Christine et Guylaine, fait un sujet de secours il y a longtemps déjà. C'était en Tanzanie. Vous vous souvenez? Ça s'appelle Aller-retour. Aller-retour Dar es Salaam. Oui, on s'en rappelle. C'était un des premiers films qu'on a fait. Je sais pas... Il paraît que c'était un excellent sujet, Guylaine. Écoutez, je le souhaite, mais je me tourne vers le jury et je dis, je suis sûr que vous allez tenir compte du fait qu'elles ont été véritablement les principales victimes de ce larcin ridicule. Quand les lions ont fini de manger, les hyènes trouvent leur reste et se régalent des charognes. Dans les rues, sur les trottoirs, dans les caniveaux de la ville de Dar es Salaam, traînent des milliers d'objets inutiles et sales, dont la seule destinée est de disparaître. Ils attendent là, en tas puants, le passage d'un camion poubelle. Ils quittent la ville ainsi, pour une destinée qui devrait leur être fatale, c'est-à-dire brûlés par les flammes dans la décharge publique. Mais dans ce cimetière, ils ont encore une chance, car ils y suscitent un grand intérêt. Des dizaines de collecteurs de tous les âges se précipitent à l'intérieur des camions pour les décharger. Dans cette quête, personne ne se plaint ou hésite. Personne ne rechigne sur l'odeur et l'infection. Il faut soulever, gratter, fouiller, triturer. Tous ces gens sont spécialisés. Les uns recherchent les boîtes métalliques, les autres les bouteilles, et il en va ainsi du papier, des ferrailles, du charbon, du plastique, des pneus. Quand ces dizaines de mains auront extrait ces objets de la masse immonde, il ne restera à brûler que ce qui est putrescible. Ces tas de boîtes de conserve, qui n'avaient en ville plus d'intérêt pour personne, représentent ici le pain quotidien de ceux qui les découvrent. Ces objets sont une fois rassemblés, revendus à un homme qui vient là tous les jours, en tracteur. C'est un employé du SIDO, une coopérative de récupération et de recyclage des matériaux. Des objets qui, il y a quelques instants, ne valaient rien, reprennent déjà un peu de valeur. Et même si ce n'est pas grand-chose, tout ce peuple des poubelles trouve déjà son compte dans les quelques shillings qu'on lui donne en échange. Le SIDO, c'est un fouillis d'ateliers spécialisés qui réalise des prouesses. Tout est d'abord trié et adapté. Les boîtes de conserve sont aplaties, les tuyaux déroulés, les tôles écrasées, les papiers agglomérés, le verre fondu et les planches rabotées. Tous ces objets qui ont quitté la ville sous forme de déchets redeviennent ici des matières premières. C'est la politique économique de la Tanzanie qui oblige à ce genre de récupération, car on ne trouve rien dans ce pays. L'idéologie socialiste se traduisant ici par une véritable barrière à l'importation. Dans les mains de ce ferronnier, les tôles reprennent vie pour enfanter un seau ou une marmite. Les planches, après un certain lifting, feront des petits meubles ou des semelles de chaussures. Les boîtes de conserve se transformeront en lampes. Nous sommes 93 employés ici. Nous rachetons les déchets aux petits collecteurs et nous les transformons en objets utilitaires que nous revendons ensuite aux magasins de la ville. C'est la seule manière pour nous de trouver et fabriquer ce que nous voulons. Tous ces objets ont maintenant autant, si ce n'est plus de valeur que ce qu'ils en avaient avant la décharge. Et ils reviennent à la ville par la grande porte, avec un propriétaire, une étiquette, un prix, et bientôt, pourquoi pas, un acheteur. Eh bien, Christine et Guylaine, je constate que déjà en Tanzanie, vous aviez l'œil et le bon. Votre sujet inspire une réflexion à Jean-François Kahn qui me ferait dire que les ordures et le recyclage, c'est transnational. D'abord, c'est ce qu'on appelle une économie en circuit fermé, ça. C'est vrai. On ne peut pas trouver mieux. Ben oui, c'est le triomphe total de l'écologie, parce que nous, on est très contents d'avoir du papier recyclé. Eux, ils ont des meubles recyclés, des bassines recyclées, des boîtes de conserve recyclées, c'est formidable. Il vaut mieux voir ça que certains pays comme Lima, je crois qu'ils ont dû le voir, où les gens vivent
au milieu des ordures et des décharges publiques. Ou comme au Caire, par exemple. Caire, où les gens habitent au milieu des décharges publiques, absolument. Vous voyez que votre reportage suscite déjà des réflexions. Vous n'avez donc aucune raison d'être déçu. Vous allez écouter maintenant Christine Guilhem, la notation que l'on vous a accordée. Oui, Roger. Vous m'entendez, Noël? Ah, bon. Noël, allez-y. Avant que... non, c'est pas Roger. Non, avant que vous jugiez, je voudrais quand même vous préciser une chose. J'ai visionné le fameux film de Télé Monte Carlo avant qu'il ne soit expédié. Et je peux vous dire que depuis 6 mois, je n'avais jamais vu un aussi bon reportage. Alors, je voudrais quand même le dire, sans vouloir influencer les jurés, que c'était un excellent reportage. Et je vous demande peut-être de le noter comme si. Allez-y. Et de quoi il parlait, ce reportage? Nous vous écoutons. J'aimerais bien savoir. Bon, alors on va procéder à la notation, parce qu'on a des petits problèmes de liaison, on ne s'entend pas très bien. Le satellite ne doit pas fonctionner, comme celui de la navette Challenger. Jean-Louis Boudou, Radio-Canada, allez-y. Oui, Christine Guilhem, je ne serais pas indulgent, parce que franchement, ce film n'a pas besoin d'être indulgent. Ça se regarde très bien, c'est un sujet social qui est toujours d'actualité. C'est un choix donc de sujet qui est très fort. Vous avez fait le tour complet de la question. Ça m'a fait penser un peu au film de Paul-Henri Arny, qui avait fait un film très beau qui s'appelait Les alchimistes de la récupération. Et les notes, c'est 7, 4, 3, 4, 10, 28 points. Pierre-François Chaton, pour la Suisse romande. C'est une bonne leçon que nous donne ici le tiers-monde, et c'est très bien montré par l'équipe de Monte-Carlo. 7, 4, 4, 4 et 8, ce qui fait un total de 27. José Sacré garde sa déception pour lui, puisqu'il représente Télé Monte Carlo. Il sera frustré pendant toute sa vie de ne pas avoir vu ce reportage qui a été subtilisé malheureusement. Bruno Albin pour Antenne 2. Alors tout a été dit, voici mes notes. 8, 4, 3, 4, 9, un total de 28 points. Sophie Eke pour RTL Télévision. C'est vrai que tout est dit. 7, 4, 4, 4 et 8 pour un total de 27 points. Et Roger fait son petit calcul. Un global de 110 points, mesdemoiselles. Voyez, déjà, je peux vous dire que vous n'êtes pas en dernière position, loin de là. Je crois même que vous réalisez l'un des meilleurs scores avec Radio-Canada. C'est donc très très bien et nous sommes très heureux pour vous. Mais je comprends en même temps votre déception. Roger, maintenant, nous allons voir l'avant-dernier sujet de ce programme d'aujourd'hui. Est-ce que celui-là a été volé, tronqué? Que s'est-il passé? Oui, alors, c'est la Suisse. Alexandre Beauchâtet, mon pauvre Alexandre, il manque plusieurs éléments à l'envoi que vous avez fait. Et il manque des images, celles qui vous ont certainement donné le plus de mal à tourner. Et puis, il n'y avait pas non plus de commentaires, la cassette commentaire a été volée. Alors, heureusement, vous aviez envoyé le texte. Et c'est notre ami Bernard Saskia qui l'a lu, votre monteur. Et puis, les traductions, on va les voir apparaître en sous-titres. Oui, qu'est-ce qu'il manquait dans le sujet ? Ce qui manque au point de vue image, mon pauvre ami, le président de la République de l'Équateur. Ah ouais, alors autant dire qu'il n'y a pas de sujet, quoi. On va essayer de faire en sorte qu'il y en ait un quand même, Alexandre. Regardons-le. Vous allez voir ce que ça donne maintenant. Bon. Mais c'était un scoop d'avoir le président. Oui, c'était un scoop, effectivement, et ils avaient eu beaucoup de mal à l'enregistrer. Christine, simplement, voulait faire un petit appel aux voleurs, je crois. Non, parce que nous, on avait vraiment fait un chef-d'œuvre. Alors, on lance un appel aux voleurs pour qu'ils nous ramènent notre petit film et qu'ils le renvoient à Antenne 2 si jamais ils nous écoutent. Voilà, en tout cas, il va recevoir des points, celui-ci. Il va recevoir des points à la fin de l'émission. Le reportage présenté par la SSR, enfin, ce qu'il reste du reportage, virage à droite. À cet instant, plus d'1 million de téléspectateurs ont cru à la panne. C'est pourtant à plus de 3800 mètres qu'au même moment, l'armée prenait possession des locaux de la 5e chaîne de télévision équatorienne, anéantissant en quelques secondes plus d'une année de travail, d'angoisse et d'espoir. Aujourd'hui, les ordres sont précis. Aucun membre de la 5e chaîne n'a le droit d'approcher de l'enceinte et de pénétrer dans ses propres locaux. Qu'en pense Ivan Onavelez, un des dirigeants de Canal 5. La frecuencia del Canal 5 de televisión fue otorgada a un grupo de profesionales de la comunicación, todos jóvenes, como ustedes pueden apreciar, mediante una escritura pública debidamente legalizada. Se han hecho todas las gestiones para que el canal salga al aire y una vez que estuvimos en el aire, intervino las Fuerzas Armadas directamente y procedieron a cerrar las audiciones y a tomarse el local en donde nosotros estábamos haciendo las transmisiones.
No se puede pensar que este canal será un canal de la oposición al gobierno del ingeniero León Febres Cordero, sino que simplemente será un canal que pueda decir a todo el país las verdades de los atropellos que se cometen en el Ecuador. Es decir, que este no será un canal de oposición, sino que será un canal políticamente independiente y con deseos de hacer una televisión sana y cultural en beneficio del pueblo ecuatoriano. Alors que les locaux de Canal 5 sont totalement déserts et que le matériel ne tourne plus, Gonzalo Ortiz, éditorialiste dans un quotidien à Quito, exprime son point de vue. We are now in Ecuador facing a real threat to the freedom of the press. I think this government is trying to have the control of several media, not only in the television, but also in the press, in the printing press, and also in radio. The government of Febres Cordero represents, in a sense, a kind of going back 50 years ago. The oligarchy has the control of the country, and now they are again in power, trying to have this control, and to that's why I said that they are despising the other instances of democracy. They are not taking into account what the Congress is saying and what the Supreme Court is saying and what the Tribunal of Constitutional Right is saying. And they are trying to do a kind of dictatorship with a legal mask. Le malaise existe, il est récent, il y a les faits et les suppositions. L'avenir appartient au futur. Affaire à suivre. Alexandre Beauchâtet, on va essayer de reconstituer la fin avec un portrait de ce président que vous êtes allé interviewer et qui vous a déclaré, notamment, je le vois sur votre papier, parce que votre papier, lui, il est bien arrivé, le président a dit en réponse à toutes ces accusations, il y a ici une liberté de la presse absolue. Les attaques continues dont nous sommes l'objet dans la presse en sont une preuve inéluctable. Il n'y a pas un seul prisonnier politique en Équateur. En ce qui concerne les médias, le pays possède des lois qui précisent les démarches à suivre pour qu'une télévision puisse fonctionner. Or, Canal 5 n'a pas respecté ces lois. Et le président concluait, quand les conditions seront remplies dans les délais impartis par la loi, Canal 5 pourra opérer librement en Équateur. Ça remplace évidemment bien faiblement des véritables images et la véritable voix du président. Pas trop déçu, Alexandre? Oh, bah, quand même un petit peu, parce qu'en fait, ça avait demandé environ 1 jour et demi de négociation. Et quand on sait le temps très important que les présidents occupent avec différents gens de la presse, disons que c'était un peu, pour moi, c'était un peu, ça m'a fait plaisir de pouvoir être accueilli dans le bureau du président. Ça a été d'ailleurs très impressionnant. Tous ces protocoles, les contrôles. Disons que bon, l'expérience y est toujours, ça restera un bon souvenir. Bien. Jean-François Kahn voudrait faire une réflexion que lui inspire votre reportage sur les télés privées, dans une démocratie comme c'est le cas en Équateur. Non, simplement, je constate qu'en Amérique latine, il y a presque toujours, et depuis longtemps, des télévisions privées. Il y en a au moins 3 en général. Il y a la télévision de l'armée de terre, la télévision de la marine et la télévision de l'aviation. Ça fait au moins 3 télévisions privées qu'on trouve dans presque tous les pays d'Amérique latine. Mais moi, je voulais poser une question. Pourquoi ce journaliste d'Équateur vous parle-t-il en anglais? Ben, c'est-à-dire qu'il parle espagnol et anglais et ne parle pas français. Alors j'ai préféré lui demander de pouvoir parler en anglais. Ça me permettait de pouvoir lui poser les questions et de comprendre ses réponses. Bien, vous n'êtes pas hispanisant. On comprend pourquoi maintenant. Alors Jean-Louis Boudou, vous allez noter pour Radio-Canada en tenant compte naturellement de tout ce que nous connaissons maintenant. Ce qui me frappe dans votre sujet, c'est que d'un côté, vous avez un sujet brûlant d'actualité pour tous les pays d'Amérique du Sud. Donc, le choix du sujet, c'est très fort. Et à côté de ça, bon, le traitement est assez classique. C'est moins fort, si je peux dire. Les notes, 8, 3, 3, 4, 8, ce qui fait 26. Pierre-François Chaton ne note pas puisqu'il représente la Suisse romande. Nous passons donc à José Sacré pour Télé Monte-Carlo. 8, 3, 3, 3 et 9, ce qui fait un total de 26. Bruno Albin pour Antenne 2. Et le problème, le président de la République d'Équateur argue du fait que les journaux peuvent imprimer ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que les Équatoriens sont sans doute beaucoup plus sensibles aux messages télévisés qu'à la presse qu'ils ne lisent probablement pas tous. Ceci étant dit, et avec le correctif dû au fait que le sujet n'est pas complet, voici mes notes. 8, 3, 3, 3, 9, un total de 26 points.
Sophie Eke pour RTL Télévision. J'ai apprécié le clin d'œil qui ne m'a pas étonné de la part des amis suisses de Mission Impossible à la fin de ce petit reportage. 7, 3, 4, 4, 9 pour un total de 27. Ce qui fait un global, Roger, de 105 points. 105 points. Maintenant, nous allons diffuser le dernier sujet de ce programme d'aujourd'hui. Il s'agit du film réalisé par RTL Télévision. Que peut-on dire, Roger? Rien, il faut le regarder. C'est un sujet normal, arrivé dans de bonnes conditions. Voilà, alors maintenant, Didier, c'est à vous la parole pour le présenter, ce sujet. Quelle chance, un reportage entier, par contre un équipage partagé aujourd'hui. Oui, Philippe est en tournage maintenant. Quant au sujet qu'on présente aujourd'hui, ce film a été tourné au Costa Rica. Comme vous avez pu le remarquer avec le film d'Antenne 2 de Roland, les légendes, ça fleurit facilement au Costa Rica. Je me suis rendu dans la presqu'île, dans une région qui s'appelle Bahia Gigante. Et là, j'ai tourné une légende. Enfin, non, j'ai pas tourné une légende. J'ai essayé de tourner un peu l'atmosphère où vivent les gens. C'est une atmosphère. Les gens sont fortement imprégnés de ce mythe. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'autres gens autour de la planète qui en sont imprégnés. Mais cela dit, je vous préviens quand même, ce film décevra sans doute pas mal de personnes parce que j'ai eu des problèmes de caméra. Je ne cherche aucune excuse ou aucune clémence, mais ce film, je ne le concevais pas exactement comme ça. Les images que vous allez voir au début, ça ne devait constituer qu'une introduction. Mais non, Après, Serge. Non, mais pas de panique, Serge. C'est un excellent reportage, comme la plupart des reportages RTL. C'est même le meilleur reportage pour aujourd'hui. Et il est intitulé « Le Pirate ». Bohémien des mers, il appartenait aux nuages et à l'océan, au soleil et aux arbres. Sur Desdémonia, le rocher qui a crevé les flots, sa quête était le trésor. Le trésor qui, depuis l'aube de toujours, s'y cache, souverain. Le pirate de Bahia Gigante. Il l'a trouvé, ce trésor, et en a profité et l'a recaché. Ce qui a embrasé les siècles latins du désir de rêve et de possession. Sur ce trésor d'éternité, des théories et des légendes sont invoquées. Et nul être au monde ne saurait être sûr de détenir la vérité quant à son aspect physique ou sa marque divine. Et le pirate de Bahia Gigante, lui seul qui a trouvé cette eau éternelle, cette fontaine de jouvence, il hante encore les contrées de Desdémonia. Des aventuriers rêveurs, en quête de la frontière de l'impossible, il encourt encore peut-être les mers. À Desdémonia, il reste surtout des diables calcinés et de pauvres héros sur des étendues de sable, abandonnés. Et puis aussi les rires et les pleurs de l'esprit du pirate de Bahia Gigante, lui qui a dangereusement pactisé avec l'éternité. Il caresse, dit-on, l'espoir de rencontrer une femme, surnommée Pandora. Un homme qui rentre dans le monde des fables n'en sort jamais. Qualité des textes de Serge Gorielli, toujours aussi efficace. C'est un bon journaliste chez vous, non, Jean-François?
Mais vous n'avez pas partagé l'avis de... Ah non, vous dites... vous êtes Non, bon, c'est pas la même chose, le journalisme écrit et le journaliste de commentaire, parce que il a une voix aussi pour le lire. Il écrit pour sa voix. Oui. Bien. Alors, ce premier commentaire mis à part, vous n'avez pas partagé l'avis de Didier sur la qualité du sujet. Donner un avis bien sûr, vous pouvez dire tout ce que vous voulez au Grand Rennes. Il y a deux façons de présenter les choses. On peut dire, voilà, sous prétexte qu'ils savent qu'ils ont un talent dans le commentaire, qu'ils ont un savoir-faire dans le commentaire, sous prétexte qu'ils savent savent faire des images, ils se sont dit, ça suffit, il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose, c'est suffisant comme ça, et derrière, il n'y a rien. Ou alors on peut dire l'inverse, c'est vraiment des gens formidables, parce qu'ayant de graves problèmes, je ne sais pas, de caméra ou de je ne sais quoi, bien qu'ils n'aient rien, ils sont arrivés, grâce à leur talent de commentaire et grâce à leur sens de l'image, à faire quelque chose qui se regarde très bien. Alors voilà, il y a deux façons. Vous avez une bonne illustration de la manière dont on peut présenter les choses et les accommoder à sa façon. Alors, on va vous noter maintenant, Serge et Philippe. Et on va commencer, non pas par Jean-Louis Boudou par Jean-Louis Boudou, Radio-Canada, oui. Pardon. Bon, alors attention, ça va faire mal. Serge, juste, je ne veux pas répéter ce que Jean-François Kahn disait, mais vous avez une force, vous le savez, c'est que vous êtes capable de créer une atmosphère, de faire un film avec rien. Mais là, avec les bouts de plage, les bouts de soleil et tout ça, je pense que vous avez fait un exercice de style qui est un peu maigre. 5, 4, 4, 3, 6, 22 points. Bien, Pierre-François Chaton pour la Suisse romande. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu au creux de la vague, ce qui donne des notes sévères aussi. 3, 5, 4 et 4, total 19. Commentaire très dur de la Suisse. José Sacré pour Télé Monte Carlo. 5, 3 et 6, total 20. Moi, je trouve que vous réussissez bien tout ce que vous entreprenez, y compris les interludes intitulés Mer et Soleil pour la télévision. Je vous préfère quand même quand vous vous attaquez à d'autres sujets. Bruno Albin pour Antenne 2. Eh bien, moi, je dois dire, bien du mal à résumer la légende parce que j'ai pas trop compris. Alors, voilà mes notes. Je suis pas le plus sévère. Hein. Cette légende demandait une légende. Oui. C'est ça, oui. 5, 3, 4, 2, 6, 20. C'est quand même la moyenne. Alors Sophie Eke, vous ne notez pas, vous êtes bien heureuse. Vous représentez RTL parce que je pense que vous partagez le point de vue de vos collègues du jury. Quel est le total, Roger ? De 81 points. Oui, c'est pas énorme, c'est vrai. C'est pas un total magnifique, mais enfin il y a des jours avec et des jours sans. C'est comme ça que l'on dit d'habitude, je crois. Didier, vous allez nous parler maintenant des points de bonification afin que nous puissions établir le classement hebdomadaire. Oui, tout d'abord, moins 780 points pour le petit rigolo qui nous a volé les reportages. Et puis ensuite, 25 points sur 25 pour 4 équipages. Par contre, pour RTL, je vous demande d'enregistrer 20 points sur 25, plus un deuxième avertissement. Eh bien Didier, voici comment s'établit le classement hebdomadaire. Premier, Radio-Canada avec 145 points. Deuxième, Télé Monte Carlo, 135 points. Troisième, la Suisse romande, 130 points. Quatrième, Antenne 2, 117 points. Cinquième, RTL Télévision, 101 points. RTL qui reste en tête cependant du classement général, suivi de Télé Monte Carlo. Troisième, Radio-Canada. Quatrième, la Suisse romande. Et cinquième, Antenne 2. Didier, avant de vous repasser la parole pour savoir où vous allez vous diriger maintenant avec vos 10 compagnons, je voudrais remercier Jean-François Kahn d'avoir participé si activement à cette émission d'aujourd'hui. Je voudrais aussi vous offrir ces petits jeux qui, j'en suis sûr, feront le bonheur de vos enfants. Je sais que vous avez des enfants en bas âge, un petit garçon de 4 ans. Oui, il va être très content. Moi, je voudrais les remercier, eux, parce que je suis un téléspectateur qui les regarde très souvent, et je trouve que ce qu'ils font est formidable. Parce qu'enfin, il m'est arrivé de faire des tours du monde. À une époque, je faisais régulièrement des tours du monde pour une radio privée. Et quand on sait la difficulté de la bureaucratie de ces pays-là, la difficulté pour n'importe quoi, pour franchir une frontière, pour avoir un papier, et quand on sait la lourdeur de l'instrument qu'est la télévision, et qu'il faut chaque fois trouver un sujet, je trouve que ce qu'ils font est épatant, et moi je vibre avec eux, et je les remercie de nous offrir ce spectacle qui est en plus instructif. Moi j'ai appris des choses aujourd'hui, et j'apprends souvent quelque chose grâce à eux. Il fallait le dire, et venant de la part d'un journaliste comme vous, je suis sûr que ça fera très plaisir à Didier et à ses 10 compagnons. Je voudrais vous indiquer quel sera notre grand témoin de la semaine prochaine. C'est un monsieur de la télévision fort connu dans notre pays, mais je sais que ses émissions sont reproduites aussi dans des pays francophones qui participent au Grand Raid. Il s'agit de Philippe Bouvard. C'est un peu un monstre de la télévision. Nous le recevrons la semaine prochaine. Et pour le moment, Didier, nous sommes impatients de savoir où vous vous dirigez. J'espère que vous ne rencontrerez pas
autant de problèmes que cette semaine et que tous les sujets de vos raideurs nous arriveront à bon port. Je vous disais à l'instant que le raid était facile, ça n'est pas tout à fait exact. Évidemment, depuis que nous sommes en Amérique latine, les routes sont de plus en plus longues et de plus en plus caillouteuses, ce qui fait que nous passons entre 3 et 4 jours à conduire, un jour pour tourner le reportage et un jour pour monter l'antenne qui nous permet d'avoir la connexion directe avec Paris. Dès ce générique terminé, nous redescendons sur Lima, nous faisons plusieurs centaines de kilomètres vers le sud, vers Arequipa, et nous remontons dans l'altiplano péruvien pour franchir la frontière bolivienne. Et si tout va bien, dans une semaine exactement, nous nous retrouvons sur les bords du lac Titicaca, en Bolivie. Merci de nous avoir suivis, toujours de plus en plus nombreux, et à la semaine prochaine. Au revoir.